Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Au plan environnemental, le foisonnement des activités humaines et leur emprise au sol sont devenus préoccupants depuis de nombreuses décennies. Le constat a été établi que l'ère industrielle est le vecteur de catastrophes de grande ampleur. L'apparition de la notion de pollution à grande échelle, liée à l'emploi de produits comme les pesticides, a contribué à nourrir le sentiment que l'homme et ses modes de développement économique étaient néfastes à ce qui est communément appelé nature, ainsi qu'à l'espèce humaine elle-même. En Europe et encore davantage aux États-Unis d'Amérique, ce type d'affirmation est devenu trivial. Il est présent dans les discours politiques, relayé par les médias et nombre d'organismes de protection de l'environnement. Ces préoccupations ont pour partie engendré le développement de notions telles que risque, aléa, menaces et vulnérabilité. La littérature sur le sujet s'est mise à proliférer. Des stratégies de gestion des risques, regroupées sous le néologisme de syndinique et de gestion des crises ont été élaborées, les célèbres études d'impact ont été développées. Quantité de normes, de directives et de résolutions sont venues qualifier les risques environnementaux et tenter d'encadrer et ou de compenser les dommages causés par les activités économiques. Les répercussions des activités humaines sont envisagées à différentes échelles biologiques, écologiques et géographiques. Ces répercussions sont le centre d'attention de plusieurs administrations ainsi que de chercheurs, techniciens et ingénieurs issus de différentes filières et champs disciplinaires. Pour autant, le contenu des discours sur la protection de l'environnement reste très disparate. Pour exemple, il en est ainsi de la notion de restauration des écosystèmes, des finalités de la réparation, des fondements du bon état à retrouver et de la légitimité même d'une intervention humaine en la matière. À ce propos, il faut d'abord rappeler que la naturalité et le caractère néfaste des activités humaines n'ont pas la même signification selon les territoires et les pays envisagés. Ainsi, l'optique de retrouver un point de référence antérieur à l'action humaine a davantage de sens pour des Américains que pour des Européens. En Europe, l'action humaine est tellement ancienne qu'elle est totalement imbriquée dans les paysages que nous qualifions parfois de naturels ou sauvages. De même, la question de l'ampleur et de la nocivité du développement économique n'a pas la même signification en Europe qu'aux États-Unis, où des transformations manifestes et sans précédent ont eu lieu dans des zones très peu remaniées et peu fréquentées par les hommes. La prise en compte de considérations écologiques constitue un enjeu financier et un objet pour l'économie. Les représentations néolibérales classiques de l'environnement voient ce dernier comme une externalité et une ressource minimale à maintenir pour qu'il y ait marché et profit. Ainsi, dès les années 1920, l'économiste britannique Arthur Cecil Pigou a défini, sur la base du concept des externalités, le principe de pollueur-payeur, mis en pratique en 1972. L'économiste Ronald Coase a défini ensuite le principe des permis d'émission en 1960. Concernant la biodiversité, plusieurs types et modes d'estimation ont commencé à être utilisés depuis les années 1980 et 1990 par les économistes. L'objectif était de représenter sa valeur en tant que source de services écosystémiques, comme bien public commun, ou encore pour la comparer avec des indices tels le produit intérieur brut, PIB. Une estimation a été demandée par l'Europe à un groupe de travail piloté par l'économiste Pavan Sukhdev pour le sommet de la Terre de Nagoya en 2010. Les auteurs du rapport estimaient alors que les services mesurables fournis par la nature représentaient environ 23 500 milliards d'euros par an, soit 50% du PIB mondial. Cette conception de la variable environnement à laquelle il suffit d'ajuster le système économique est par exemple identifiable dans le principe de mitigation banking. Les entreprises s'achètent et se revendent des crédits compensation pour continuer à polluer. Cette représentation est également perceptible dans le fait d'estimer la valeur de la biodiversité. N'oublions pas que nombre d'intermédiaires se sont intercalés dans le business environnement et sur le créneau de sa préservation. Ils y ont trouvé des débouchés professionnels, parfois des métiers de niche et de la rentabilité. Il s'agit par exemple des bureaux d'études d'impact, conseils juridiques spécialisés, sociétés d'achat-revente de crédits d'émission,
Service de responsabilité sociétale des entreprises, RSE, ISO 26000, organisations non gouvernementales, ONG, associations, éco-entreprises, etc. Actuellement coexistent des théories et modèles économiques distincts, correspondant à différents degrés de prise en compte de la biosphère ainsi qu'à différents référentiels disciplinaires. Thermodynamique, attracteurs étranges, théorie du système général, théorie du chaos, auto-organisation. Il en est ainsi du capitalisme naturel, de l'éco-énergétique, de la bioéconomie et autres avatars. Au sein de chaque modèle, les principes de base sont consensuels mais les indicateurs, valeurs, services, mesures et méthodes diffèrent d'un théoricien à l'autre. Pour résumer, disons simplement que ces courants se fondent tous sur une représentation capitaliste, ethnocentrée et anthropocentrée où la nature n'est qu'une ressource, une réserve de biens et de services, destinée à perpétuer les richesses et le bien-être humain. Terme inconsistant mais très en vogue dans les conventions internationales depuis la première conférence sur l'environnement ayant eu lieu à Stockholm en 1972. Tous ces modèles peuvent être considérés comme des facettes de la perspective de développement durable, qui vise la conciliation entre environnement et maintien de la croissance. Pour autant, la régulation des antagonismes économiques, devenue visible sous l'angle de la prise en compte de la finitude de l'environnement d'une part, de la prise de conscience de la rationalité limitée des individus d'autre part, n'est qu'à l'état larvaire. La voie alternative de ce nouveau libéralisme écologique est celle de la décroissance, théorisée il y a plus de 50 ans par le mathématicien et économiste Nicolas Georgescu-Roegen. Aujourd'hui encore, ce courant de pensée peine à structurer ses plans d'action et à résoudre ses propres contradictions, lorsqu'il s'agit de mettre en pratique un tel système à des échelles non locales, la décroissance restant davantage un art de vivre qu'un modèle politique applicable. Comment entrevoir la place et les conditions d'existence de l'écologie scientifique dans ce jeu idéologique et économique? Si quelqu'un vous demande ce qu'est l'écologie et comment la définir en quelques mots, il est fort probable que vous vous trouviez confronté à des hésitations pour qualifier cette discipline et pour vous abstraire des querelles médiatiques qu'elle charrie. Même pour un chercheur confirmé non spécialiste d'écologie, ou un étudiant novice de biologie, l'écologie peut sembler un objet difficilement saisissable, tiraillé par des questions épistémologiques mais aussi des perspectives éthiques et des visées politiques excédant le champ de la science. Qui plus est, ne serait-ce qu'en demeurant sur le terrain scientifique, il existe une variété de champs d'études, de conceptions et de finalités pour la recherche en écologie. Plus que d'autres sciences, l'écologie suscite controverse et engouement auprès du grand public. L'écologie est à la fois science fondamentale et appliquée, reliée à des problématiques sociales, à des orientations politiques, à des enjeux économiques ainsi qu'à une organisation administrative et des obligations légales ou réglementaires. Le magma pléthorique d'ouvrages consacrés à l'écologie sous toutes ses formes, politiques, philosophiques, scientifiques, techniques, peut entretenir la confusion et le lecteur pourrait se désespérer d'obtenir l'éclairage le plus objectif et synthétique possible sur le cadre et les réalités de la discipline écologie. C'est la visée du propos développé dans ce livre. Sont exposés les principaux cadres politiques et institutionnels qui ont fait évoluer les objets d'étude et la place de l'écologie. Sont commentés les rôles parfois délicats endossés par les scientifiques au sein du processus de prise de décision et d'action publique. Sont présentées les démarches des disciplines spécialisées, que sont la biologie de la conservation et l'écologie de la restauration. Enfin, sont abordés les débats qui animent la communauté scientifique au sujet des modalités de protection et de réparation de la nature, ainsi que les querelles idéologiques sur l'homme, la nature et l'économie que véhiculent les discours écologiques. En toile de fond, ce livre procure une vision globale très simplifiée de l'histoire de l'écologie, depuis les prémices de son développement à la toute fin du XVIIIe siècle jusqu'à sa situation actuelle en ce début de XXIe siècle, ainsi que de son organisation conceptuelle et de ses principales méthodes d'analyse. Ce livre n'est donc pas un ouvrage monodisciplinaire, n'envisageant l'écologie que sous l'angle de la biologie ou de la sociologie et de l'histoire des sciences. Il n'est pas conçu pour l'expert. Il se veut accessible à tous, donnant une vue d'ensemble critique et concrète de cette science en mutation, de ses contraintes, de ses limites et apports,
de son instrumentalisation sociale et des débats qui en résultent au sein de la communauté scientifique. Chapitre 1 : Cadre conventionnel et institutionnel. La protection de la nature à l'échelon international, européen et français. Les sociétés de type occidental, avec leur trajectoire actuelle de développement économique, sont arrivées à un seuil si critique que la prise de conscience de la finitude de la planète a été nécessaire. Les activités humaines sont désormais envisagées comme un potentiel danger à la survie de l'espèce et des écosystèmes. Une forme de malaise, tant objectif que subjectif, a obligé à un changement de perspective politique. Des réaménagements visant l'intégration de la donnée environnementale ont conduit à l'élaboration de normes et d'institutions supposées permettre la perpétuation de la vie en société et la conciliation entre économie de production et milieu de vie dit naturel. L'écologie, en tant que discipline scientifique, est le fruit d'une structuration progressive liée aux enjeux socio-économiques particuliers à l'histoire des pays dans lesquels elle a été élaborée. L'institutionnalisation de la protection de la nature a forgé et transformé la place de l'écologie dans la société et l'a conduite à une mise au service du management environnemental. Ce chapitre a pour but de situer l'écologie dans ce contexte d'institutionnalisation grandissante des problématiques environnementales, structuration du mode de développement dit durable, influence des engagements qui ont découlé des conventions signées par les chefs de gouvernement à l'issue des conférences mondiales et des sommets européens, etc. La nature, préoccupation médiévale en Europe et moderne aux États-Unis. La prise de conscience des dégâts infligés localement par l'homme à son milieu n'est pas une préoccupation typiquement liée à l'avènement de l'ère industrielle. Des indices de cette préoccupation sont identifiables dans les écrits dès le Moyen Âge. Bien entendu, la considération quelle qu'en soit la forme pour l'environnement a certainement été présente chez les groupes humains depuis des dizaines de millénaires. L'affirmation que la nature est une préoccupation médiévale et moderne doit être ici entendue dans le cadre d'une économie des ressources naturelles ayant commencé à fracturer les dynamiques des sociétés par rapport à celles des milieux. Durant le Moyen Âge, s'observe un emballement de l'aménagement des zones naturelles, des forêts et des rivières notamment. Ce renforcement de l'exploitation humaine a conduit à une intensification de la chasse des espèces sauvages. Ces animaux sont devenus des nuisibles à éradiquer systématiquement. Cette intensification des activités économiques, couplée à la mise en place de politiques de destruction des animaux dits nuisibles, a conduit à l'appauvrissement de la faune sauvage. Cet appauvrissement s'est fait sentir en Europe à la fin du Moyen Âge. C'est dialectiquement à cette époque que les premières initiatives de protection des espèces sauvages ont vu le jour dans quelques zones, marquant l'apparition de politiques locales en faveur des animaux, notamment dans le nord de l'Europe, Allemagne, Pologne et en Russie. En Europe, semble alors dominer une vision utilitariste de la nature. La plupart des plans de protection ou de réintroduction auraient été conçus pour maintenir des ressources économiques et approprier l'exploitation de l'espace et des espèces. Pour exemple, dès le XIVe siècle, des castors ont été élevés en Pologne dans le but d'être réintroduits, en parallèle avec la demande croissante en fourrure. En 1561, le roi de Pologne Sigismond III a établi la réserve de Białowieża pour interdire la chasse du bison européen. Il semble que le statut de gibier ou de nuisible donné à certaines espèces ait finalement mené à leur protection, le gibier ne pouvant être chassé qu'au cours des périodes de chasse et vivant dans des réserves prévues à cet effet. Des initiatives de protection et de gestion de domaines forestiers ont également été entreprises durant cette époque. C'est surtout avec la déforestation pratiquée dans les colonies dès le XVIe siècle et les observations que les naturalistes du XVIIIe siècle ont faites à propos des conséquences environnementales de cette déforestation, que la problématique de l'impact de l'homme sur ce qu'il est convenu d'appeler nature s'est trouvée nettement mise en avant. À partir de cette époque, de grandes réserves forestières ont été créées dans le but de prévenir un appauvrissement de la qualité et de la quantité des ressources exploitables, comme sur l'île Maurice, en Australie, en Afrique et en Asie. Ces initiatives d'envergure se sont concrétisées au détriment des pratiques traditionnelles et locales de gestion des environnements.
Au XIXe siècle, la mécanisation de l'agriculture s'est développée. Les espaces consacrés à la mise en culture des terres se sont de plus en plus étendus. Les premiers mouvements de protection de la faune sauvage se sont constitués en Grande-Bretagne, lorsque nombre d'espèces ont vu leurs effectifs régresser rapidement jusqu'à une quasi-extinction. Des associations ont été fondées, telles la Commons Open Spaces and Footpath Preservation Society en 1865, le National Trust for Place of Historic Interest or Natural Beauty en 1895 et la Royal Society for the Protection of Birds en 1899. L'action s'est poursuivie au XXe siècle grâce à des initiatives gouvernementales en faveur de la protection de certains paysages et d'espèces menacées en Angleterre, Autriche, Danemark, etc. C'est aussi la fascination pour le dépassement de l'homme par une nature grandiose et sauvage exprimée par le romantisme allemand, qui a conduit à la concrétisation d'actions en faveur de la protection des paysages. Pour exemple, la première réserve naturelle française, située dans la partie la plus ancienne de la forêt de Fontainebleau, a été créée à la demande des peintres de l'école de Barbizon qui refusaient de voir disparaître une nature considérée comme un patrimoine esthétique. Aux États-Unis, la conservation de la nature s'est développée au XIXe siècle sous l'impulsion de philosophes faisant écho au romantisme allemand. Ainsi, Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau défendaient dans leurs essais l'idée que la nature a une raison d'être intrinsèque, au-delà des profits économiques, et permet de communier avec Dieu. L'écrivain et fondateur du Sierra Club John Muir, bien qu'ayant eu une approche plus scientifique de la visée préservationniste en dénonçant les conséquences de l'élevage et de l'agriculture, a également mis en avant cet argument. La beauté de la nature stimule le sentiment religieux. Des artistes comme ceux de l'Hudson River School ont aussi contribué à populariser la mise en scène de l'homme face à l'immensité et à la puissance d'une nature indomptée appelée wilderness, rappelant le Wildnis allemand, nature sauvage et originelle témoignant du divin. Au tournant du XXe siècle, des débats ont commencé à animer la communauté scientifique et les défenseurs de la nature à propos de la finalité de la conservation. Ainsi, Gifford Pinchot, premier directeur de l'US Forest Service, agence du département de l'agriculture, plaidait pour une conservation dont le but était de garantir la pérennité des ressources naturelles, envisagées comme des biens marchands, pour une exploitation économique durable par l'homme. D'autres, tels l'écologue Aldo Leopold et l'écrivain John Muir, argumentaient en faveur de la préservation de l'intégrité des écosystèmes pour eux-mêmes et non seulement en tant qu'ils constituent des biens. Des initiatives de restauration de la nature ont vu le jour dès 1930 aux États-Unis. Elles se sont matérialisées par des interventions pour reconstituer les communautés végétales, mais n'étaient alors pas théorisées. À la fin de cette décennie, la catastrophe du Dust Bowl, série de tempêtes s'étant produite dans la zone des Grandes Plaines, a précipité la nécessité de préserver l'environnement et a mis en exergue le rôle majeur et néfaste de l'homme. Le labourage excessif des prairies avait transformé ces dernières en désert. Si certains ont refusé une vision uniquement utilitariste de la nature et de sa conservation, c'est pourtant cette dernière qui a dominé par la suite sur la scène politique internationale, et préside encore aux initiatives de protection intégrale ou à grande échelle. Les autres conceptions s'étofferont et se diversifieront au cours du XXe siècle, avec le développement des éthiques environnementales. L'impulsion économique et industrielle donnée à l'écologie. Une contradiction a été identifiée, depuis les 4 dernières décennies, entre les pratiques économiques générées par le libéralisme et l'environnement. En 1971, la publication du rapport scientifique du Massachusetts Institute of Technology, MIT, dirigé par Dennis H. Meadows et intitulé Limits to Growth, en français Halte à la croissance, a médiatisé les dangers écologiques engendrés par la croissance économique et démographique à une époque où les sociétés industrielles connaissaient un développement sans précédent, 30 glorieuses, 1945 à 1973. Ce faisant, ce rapport a aussi posé de manière explicite la question des limites du développement et de l'économie de production, en prônant la croissance zéro comme remède à l'épuisement des ressources naturelles. L'émergence du discours sur la crise remonte à ces conclusions, alors sans appel concernant la dégradation de l'environnement générée par le modèle de développement industriel de type occidental.
Pour autant, la possibilité d'adopter un modèle décroissantiste n'a jamais été envisagée. Il faut savoir que le Club de Rome, qui a commandité le rapport au Massachusetts Institute of Technology, était un groupe international de réflexion réunissant scientifiques, économistes, fonctionnaires et industriels. C'est par la publication du rapport Limits to Growth que ce groupe, initialement coordonné par l'ancien directeur scientifique de l'OCDE, s'est fait connaître. Il n'est donc pas étonnant que les conclusions de ce rapport aient été récupérées, à leur profit, par les acteurs économiques et par les politiques libérales. La conception du capital a alors progressivement cessé de faire exclusivement référence aux biens produits par les hommes, pour englober les systèmes naturels, en tant qu'ils peuvent être dégradés ou améliorés par l'action humaine. Ce nouveau modèle économique, le capitalisme naturel, a préconisé d'investir dans le maintien, la restauration voire l'accroissement des ressources et habitats dits naturels, considérés comme la plus importante forme de capital. Dès 1972, le concept d'éco-développement a été élaboré lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de Stockholm. La protection de l'environnement et la gestion des ressources non renouvelables, dont les sociétés sont dépendantes, sont devenues des priorités, nécessitant la mise en place de systèmes internationaux de gouvernance. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, a alors été créé pour promouvoir les actions à conduire en faveur de l'environnement. Les discours sur la conservation des ressources sont soutenus par une vision utilitariste de la nature, et non par une idéologie de préservation de la nature pour elle-même, ou pour des questions d'ordre moral et esthétique. En 1987, le libéralisme a élaboré le concept de développement durable, en anglais Sustainable Development, lors de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation des Nations Unies. Le rapport Our Common Future, en français Notre avenir à tous, en donne la définition. Par ce modèle, destiné à ajuster l'économie de marché aux conditions de l'environnement, le système économique s'est approprié la dimension environnementale à la fois comme une variable maîtrisable et comme le vecteur d'immenses enjeux marchands. L'économie et la finance ont intégré consciemment la notion de compensation écologique, dans un processus visant à préserver leur capacité d'exploitation future. Ceci s'est notamment traduit par une internalisation des coûts environnementaux, par la mise en place de marchés de crédits d'émission, par la spéculation sur les écotaxes ou encore par le principe de mitigation banking déjà évoqué en introduction. Dans le même ordre d'idées, en 1992, la conférence de Rio a consacré la protection de la biodiversité en s'appuyant sur les bases du développement durable. Or, la diversité biologique et la nature sauvage cristallisent de puissants enjeux autour de la recherche de principes actifs brevetables pour différents pans de l'industrie. Les intérêts économiques sont également reliés au secteur de l'élevage et de l'agriculture, processus de sélection des animaux domestiques, labellisation comme les AOC, les filières bio, etc. Ce double aspect de la prise en compte écologique par l'économie, en tant que variable contextuelle à intégrer et nouveau support mercantile, est très clairement observable, tant à l'examen de la réorientation des objectifs des grandes entreprises mondiales qu'à celui du contenu des conférences thématiques planétaires, notamment sur le climat et la biodiversité, qui se sont tenues au cours des dernières décennies. Par ailleurs, la notion d'utilisation durable des ressources pour le bien-être des populations humaines est omniprésente, affirmant encore davantage la conception utilitariste de la nature. Il convient de rappeler ici que les programmes d'action menés en faveur de l'environnement ont été pensés par des chefs d'entreprise comme Maurice Strong, ancien DG de Power Corporation, société du secteur de la finance et ancien DG de Petro-Canada, compagnie d'exploitation et de commercialisation de pétrole, qui fut aussi bien le secrétaire général de la conférence de Stockholm de 1972 que celui du sommet de la Terre de Rio de 1992. Maurice Strong a également été l'un des membres fondateurs du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, créé en novembre 1988 à la demande du G7 par l'Organisation météorologique mondiale, OMM, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE. De 1991 à 1995, le World Business Council on Sustainable Development,
WBCSD, a milité pour une interdépendance bénéfique entre les affaires et le développement soutenable. Maurice Strong a fait des engagements de ce conseil une priorité en recrutant Stéphane Schmidaini, un industriel suisse prédisant l'augmentation du poids du secteur privé dans les problématiques de durabilité, comme coordinateur des contributions du secteur affaires. Stéphane Schmidaini a mis en place une équipe de DG issue de 50 compagnies pour former ce conseil. En 1992, la participation du conseil à la conférence de Rio donna lieu à un livre appelé Changing Course, A Global Business Perspective on Development and the Environment. En 1995 à Paris, le conseil fusionna avec le Conseil industriel mondial pour l'environnement, World Industry Council for the Environment, WICE, filiation de la Chambre internationale de commerce. Ce nouveau conseil, installé à Genève, a fait évoluer l'organisation qui compte désormais un personnel de 150 professionnels et regroupe 175 entreprises. Les membres de ce conseil se disent unis par la volonté de renforcer le développement durable par le biais des 3 piliers que sont la croissance économique, l'équilibre écologique et le progrès social. Leur mission est entre autres de promouvoir le rôle de l'éco-compétence et de la responsabilité, ce qui inclut de démontrer les progrès accomplis en matière d'environnement et de gestion des ressources ainsi que de contribuer à un futur soutenable pour les pays en voie de développement transition. Mais à ce jour, quid de l'action concrète de ce conseil ? Certes, le concept de gestion écosystémique place aujourd'hui les priorités de gestion sur l'intégrité des écosystèmes et des espèces sauvages. Le paradigme actuel de développement soutenable défend également une approche intégrée, impliquant un développement rejoignant les besoins présents et futurs de l'humanité sans dommage pour l'environnement ou perte de biodiversité. Cependant, au-delà des mots, même les organismes supposés être nés de préoccupations désintéressées ont subi une inflexion en faveur de l'utilitarisme et de l'instrumentalisation économique de la nature. Par exemple, l'Union internationale pour la protection de la nature, UIPN, créée à Fontainebleau en 1948 pour structurer les efforts internationaux de préservation de la faune et de la flore, est devenue l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, en 1956, remaniement qui lui a permis d'intégrer explicitement l'idée de gestion soutenable des ressources biologiques. Pour autant, les visées économiques ont doté l'écologie de nouveaux outils et données. Des économistes spécialistes d'écologie tels Norman Myers, des dirigeants d'entreprises privées, des hommes politiques siégeant dans les organisations internationales, ont été à l'origine d'un certain nombre d'initiatives en faveur de la protection des écosystèmes car ces derniers étaient envisagés comme des réservoirs de ressources exploitables. Cette idée a motivé la multiplication des inventaires biologiques, des aires protégées et des réseaux écologiques ainsi que la création et la cartographie des points chauds de biodiversité. Il ne faudrait donc pas croire, quelle que soit leur motivation, que les initiatives les plus abouties soient seulement venues des scientifiques et des bénévoles les plus convaincus. Sans les industriels qui disposent de moyens financiers d'action, certains programmes de recherche et des institutions en faveur de l'environnement ne pourraient pas perdurer. Pour exemple, LVMH, groupe Louis Vuitton Moet Hennessy, finance depuis quelques années la Fondation de coopération scientifique pour la recherche sur la biodiversité, FRB. Ceci a permis au groupe, engagé pour la stratégie nationale pour la biodiversité, adaptation française du plan stratégique pour la planète de la Convention de Nagoya, de siéger au conseil d'administration. Convention et programme d'échelon international. Beaucoup d'initiatives et des échecs successifs. De nombreuses conventions ont été signées comme la Convention de Ramsar pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides et de leurs ressources en 1971, la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel en 1972, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées des extinction, CITES, en 1973, la Convention sur la conservation de la vie sauvage et la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage en 1979. Ces conventions ont le plus souvent mené à des initiatives nationales et régionales disparates, avec classement de sites remarquables, difficiles à gérer,
et campagne de sensibilisation du grand public, reposant en dernière instance sur la bonne volonté des réseaux associatifs. Dès les années 1970, des accords, dont les conventions précitées, programmes, organes et fonds ont été créés pour mettre en œuvre les résolutions prises en faveur de l'environnement, comme les accords multilatéraux sur l'environnement, AME et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, déjà évoqué. Le concept de réserve de biosphère a été mis au point en 1974 par un groupe de travail du Programme sur l'homme et la biosphère, MAB, de l'UNESCO. Ce programme initié dès 1968, n'a été officialisé qu'en 1971 et a été relayé dans chaque pays par des comités nationaux, Réseau mondial des réserves de biosphère. En 1983, la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, CMED, a été créée. L'organisation administrative de l'environnement s'est complexifiée très rapidement, avec les innombrables problèmes de financement que cela a nécessairement impliqués. Par ailleurs, ces résultats concrets peinent encore aujourd'hui à se faire sentir. À titre d'exemple, les AME ont présenté des incompatibilités, ont été négociés et appliqués de manière trop isolée pour démontrer une quelconque efficacité. Les conférences des Nations Unies sur l'environnement et le développement, CNUED, dénommées plus communément Sommet de la Terre, se tiennent tous les 10 ans depuis la conférence de Stockholm de 1972. C'est à la suite de ces sommets que des conventions sont établies. Leur bonne application est suivie lors de conférences des parties, COP. Ces conférences sont, elles aussi, largement tenues en échec. Le sommet de Rio, en 1992, a réuni 110 chefs d'État de gouvernement et 178 pays. Il en a découlé un texte majeur, la Convention sur la diversité biologique, CDB, ainsi que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC. Par ailleurs, un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques a été créé. En 1997, la 19e session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, consacrant pour la première fois le thème du développement durable à ce niveau institutionnel, faisait le constat de l'échec des politiques environnementales. En 2002, le sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable, Rio+10, a donné lieu à une déclaration mieux organisée mais sans innovation et aucun bilan des actions menées n'a été dressé. Le plan d'application n'a constaté que la lenteur de la concrétisation des divers volets de l'Agenda 21, plan d'action signé à Rio, aux échelles nationales et locales, malgré la création de centaines de partenariats publics-privés. En 2010, année internationale de la biodiversité, le sommet de la Terre de Nagoya a constitué la 10e conférence des parties de la CDB. Il y a été reconnu l'échec de l'objectif qui était de stopper la régression de la biodiversité, avant 2010. De nouveaux objectifs ont été posés dans le protocole de Nagoya, visant à assurer d'ici 2020 que les écosystèmes soient redevenus normalement résilients et puissent continuer à fournir des services essentiels. Le protocole évoque notamment la suppression des subventions dommageables à la biodiversité, une couverture du réseau d'espaces protégés d'au moins 17% de la surface terrestre et 10% des océans et la création de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, IPBES. De nouveaux modes d'évaluation quantitatifs, comme l'index de biodiversité urbaine, ont été élaborés. Ce protocole a été adopté lors de la conférence sur la biodiversité d'Hyderabad, en 2012. Cette conférence a notamment discuté le rôle des organes subsidiaires et les notions de gestion des risques, de responsabilité et de réparation des écosystèmes. La même année, la conférence de Rio, Rio+20, a été tenue en échec et n'a abouti qu'à une redéfinition de certains objectifs de développement durable. Les mécanismes de protection de la biodiversité. Domination des organisations non gouvernementales. La biodiversité représente un pan important des problématiques environnementales. En enrayer la perte est devenue l'une des ambitions internationales prioritaires depuis la Convention des Nations Unies de Rio en 1992. C'est sous l'impulsion d'institutions internationales et d'ONG que cette préoccupation est devenue majeure. Dès 1988,
Jeffrey McNeely, membre de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, publiait un livre traitant des relations entre économie et diversité biologique. En 1990, l'UICN, associé au World Resources Institute, WRI, à Conservation internationale, au World Wildlife Fund WWF et à la Banque mondiale, publiait Conserving the World's Biological Diversity, ouvrage où le mot biodiversity est abondamment utilisé. Dès 1991, l'UNESCO et le Scientific Committee on Problems of the Environment, SCOP, ont ébauché un programme international de recherche dans un document intitulé From Gene to Ecosystems, a Research Agenda for Biodiversity. C'est l'époque où le projet de Convention internationale sur la diversité biologique, CDB, a pris corps, et en 1992, peu avant le sommet de Rio, le WRI, l'UICN et le PNUE, en collaboration avec la Food and Agriculture Organization, FAO et l'UNESCO, ont publié la World Strategy for Biodiversity. Parallèlement, des programmes ont vu le jour pour soutenir concrètement les objectifs esquissés. En 1991, DIVERSITAS, Programme international de recherche au statut d'ONG toujours en cours aujourd'hui, a promu l'étude de la biodiversité et le lien entre les disciplines biologiques, écologiques et sociales, afin de répondre aux demandes sociétales. DIVERSITAS a également pour objet d'étude les implications politiques des résultats de la recherche. Les membres de ce programme collaborent au Forum politique. Ses partenaires sont l'UNESCO et le SCOP déjà évoqués, mais aussi d'autres ONG. L'International Union of Biological Sciences, IUBS, et depuis 1996, l'International Council for Science, ICSU, et l'International Union of Microbiological Societies, IUMS. DIVERSITAS a été à l'origine d'autres programmes comme le Global Invasive Species Programme, GISP, en 1997 et l'International Biodiversity Observation Year, 2000 à 2001, IBOY. DIVERSITAS s'investit à l'heure actuelle dans l'établissement d'un système d'observation globale de la biodiversité, le groupe en Earth Observation Biodiversity Observation Network, GEOBON. Modalités de financement des projets et endettement des États. En 2000, une Banque mondiale pour la biodiversité a été créée, pour permettre les investissements en faveur de la préservation des ressources et des systèmes de subsistance des populations à travers le monde. Son but est de préserver la productivité à long terme, en renforçant notamment la résilience des écosystèmes. Elle ne représente qu'une partie des activités de la Banque mondiale pour l'environnement, qui vise l'amélioration des cadres politiques, réglementaires et institutionnels permettant un management environnemental soutenable. Cette Banque mondiale supporte les actions du secteur privé dans le développement environnemental et social. Le groupe de la Banque mondiale est le premier bailleur de fonds destiné au développement environnemental. Son portefeuille comprend notamment les fonds fiduciaires de l'Association internationale de développement, AID, et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD. 245 projets ont été menés entre 2004 et 2013, et comprenaient des financements directs en faveur de la biodiversité d'un montant supérieur à $1 milliard. Ces projets avaient notamment pour objectif de soutenir la gestion d'aires protégées, de prendre en compte la conservation de la biodiversité dans les espaces cultivés, de concevoir des systèmes de financement stables pour promouvoir le tourisme vert, ou encore de lutter contre les atteintes à la faune sauvage, d'éliminer les espèces exotiques envahissantes. Si la volonté de la Banque mondiale est de ne pas faire peser trop de contraintes financières sur les États, il faut toutefois rappeler que les financements restent des prêts et que les États demeurent, en premier lieu, ceux qui doivent assurer le financement et l'exécution de la politique internationale menée en matière d'environnement. Mise en réseau laborieuse des données, des actions et des acteurs, vers un diktat des orientations de recherche. L'année 2001 voit la création du Global Biodiversity Information Facility, GBIF. C'est un organe international établi pour la promotion des efforts techniques et scientifiques, en faveur de la création d'un service de données digitalisées sur la biodiversité. Le GBIF utilise les big data et permet le data mining.
Il assure la connexion des bases de données préexistantes, comme celle des instituts chargés du recensement des espaces protégés, des espèces ou les travaux des organisations internationales, telles l'UICN. La même année, l'Initiative taxonomique mondiale, ITM, a été lancée pour construire un réseau international s'appuyant sur des services et personnes référents à l'échelon national, appelés points focaux, dans chacun des États membres de la Conférence des parties COP. À l'heure actuelle, les 2/3 des pays ne se sont pas encore dotés de ces points focaux. Lors de la conférence Biodiversité, Sciences et Gouvernance, organisée en janvier 2005 au siège de l'UNESCO à Paris, le président français, Jacques Chirac, avait appelé au lancement d'un mécanisme de type groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, pour la biodiversité. La déclaration finale de la conférence, en réponse à cet appel, avait recommandé le lancement d'un processus de concertation internationale impliquant toutes les parties prenantes, guidé par un comité de pilotage international, CPI. Ce comité de pilotage a été mis en place fin 2005, et d'autres partenaires ont demandé à le rejoindre pour participer activement. Ce comité était composé de scientifiques de différents pays, issus de diverses disciplines, sciences naturelles, sociales, appliquées et environnementales, de représentants de gouvernements ainsi que d'organisations intergouvernementales ou internationales non gouvernementales, UICN, WWF, d'agences spécialisées de Nations Unies ou bien encore d'initiatives de recherche internationales et européennes comme DIVERSITAS et le GBIF déjà cités. Entre 2005 et 2007, la démarche internationale Mechanism of Scientific Expertise on Biodiversity, IMOS-EB, a pris le relais pour définir les contours d'un organisme scientifique de type GIEC en s'appuyant sur des consultations. Les recommandations et résultats du processus consultatif ont par la suite été assimilés avec la stratégie de poursuite de l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, pour donner forme à l'initiative Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service, IPBES. Malgré la multiplicité des acteurs engagés dans ce processus, cette plateforme n'a été officialisée qu'en 2012 et la première séance plénière ne s'est tenue qu'en 2013 pour clarifier les interactions de ce nouvel organe intergouvernemental avec le PNUE, avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, avec l'UNESCO et la FAO. Par ailleurs, elle peine déjà à trouver des financements pour ses experts et autres participants aux réunions organisées. La plateforme est supposée appuyer les activités se déroulant dans le cadre des accords multilatéraux concernant la biodiversité comme la Convention sur la diversité biologique, CDB, ou encore la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, CITE, déjà mentionnée. Au-delà de l'interface science-politique, le travail de l'IPBES concerne l'intégration et la recherche de moyens d'implication des ONG et des entreprises du secteur privé dans les questions de biodiversité. La plateforme vise enfin à canaliser les fonds pour l'aide aux évaluations de la connaissance sur la biodiversité. En cherchant à identifier les lacunes principales des connaissances existantes, il est certain que cet organe va infléchir les travaux de recherche et orienter les problématiques scientifiques vers les besoins des décideurs politiques. Plus les réseaux de surveillance seront élaborés et des relais des décisions prises lors des conventions internationales seront mis en place, plus la latitude des chercheurs quant à leur objet de recherche se rétrécira car ces derniers seront en permanence encadrés par des programmes aux objectifs prédéfinis. Conventions et programmes d'échelon européen. Des obligations découlant des conventions internationales. Étant donné qu'il existe des centaines de traités et autres accords relatifs à l'environnement, nous nous contenterons dans le présent ouvrage de quelques exemples. Plusieurs directives, conventions et stratégies pour l'environnement ont été signées comme la directive 79/409 CEE, dite directive Oiseaux qui a imposé aux États membres de l'Union européenne de désigner des zones de protection spéciale, ZPS, et la directive 92/43 CEE, connue sous le nom de directive Faune, Flore et Habitat, servant d'instrument pour la mise en œuvre de la Convention de Berne. C'est aussi cette directive qui est à l'origine de la création du réseau Natura 2000 et régit son fonctionnement. Des conventions comme celle de Florence sur le paysage,
ou des stratégies comme celle de Göteborg sur le développement durable ont été signées depuis les années 2000. Organes et instruments de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Le premier programme d'action pour l'environnement, PAE, a été adopté pour la période comprise entre 1973 et 1976 puis a été suivi par d'autres programmes pluriannuels. Les PAE ont été tenus en échec dans la majeure partie des pays où leurs objectifs ont tenté d'être appliqués. Dès 1981, une direction générale chargée de l'environnement au sein de la Commission européenne a été créée. Elle fait partie des 36 directions générales et services spécialisés de la Commission européenne. En 1987, l'Acte unique européen a introduit la politique de l'environnement dans le traité de Rome. En novembre 1993, le traité de Maastricht a donné à l'action environnementale le statut de politique de l'UE, et un système communautaire de management environnemental et d'audit a été instauré. L'année 1994 a vu l'installation officielle de l'Agence européenne pour l'environnement, AEE, à Copenhague. Elle a mis en place un centre d'échange sur la biodiversité. Un système de label écologique pour l'UE a été adopté dès 1992, instrument financier pour l'environnement LIFE. Le volet LIFE Nature finance des actions de conservation de la nature dans le cadre de la mise en œuvre des directives Oiseaux et Habitat, et en particulier du réseau Natura 2000. En 1997, le traité d'Amsterdam a cherché à approfondir l'intégration de la politique environnementale dans les autres politiques de l'UE, et a permis de renforcer Natura 2000 en empêchant la conception et la mise en œuvre de plans ou de projets qui pourraient menacer l'état de conservation d'habitats ou d'espèces sur des sites qui ne faisaient pas encore partie de Natura 2000, mais qui satisfaisaient aux critères de sélection. En 2008, le traité de Lisbonne a promu la lutte contre le réchauffement climatique. Le Conseil de l'Europe s'est doté progressivement de comités d'experts intergouvernementaux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.